Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième rencontre de webinaire sur le ressourcement parasympathique. Alors on va doucement commencer. Le thème de cette rencontre est de revenir sur une réaction bien précise du système nerveux qui est ce qu'on appelle notamment l'immobilisation par la peur. Okay. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. N'hésitez pas à faire coucou, à dire d'où vous venez, et si vous êtes en replay, n'hésitez pas également à me dire d'où vous venez. Pour rappel, bonjour à vous, je m'appelle Laura et je vis à Taïwan. Okay. Alors, donc le thème de cette rencontre est l'immobilisation par la peur. C'est une réaction du système nerveux, une hyperactivation, c'est une branche de notre système nerveux qui s'appelle la branche parasympathique, c'est celle qu'on est en train d'observer, une branche parasympathique dorsale du système nerveux qui prend le dessus et qui va induire tout un nombre de conséquences physiologiques qu'on a déjà observé un petit peu au cours du live précédent. Okay, les conséquences d'une dérégulation du système nerveux dès lors qu'il ne parvient pas à se ressourcer, qui est également une autre fonction de la branche parasympathique du système nerveux. Si vous voulez en savoir plus sur le système nerveux et sur les branches parasympathiques, parce qu'il y a deux branches principales qui correspondent à deux nerfs crâniens, qui sont en fait qu'on appelle de la même façon, qui s'appelle le nerf vague. Sachez que c'est une série de trois webinaires que j'ai déjà donnés sur ce groupe et qui demeurent accessibles sur ce groupe. Fait partie des guides de ce groupe. Donc si vous voulez en savoir plus dessus, je vais vous inviter à aller regarder cette série de webinaires. En attendant, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est de revenir donc sur cette immobilisation par la peur et de manière plus générale une immobilisation par les émotions. On parlera un petit peu plus des émotions ici et également de la déconnexion de soi. Okay, parce que tout ça, en fait, être immobilisé par une émotion, être dans un état qu'on appelle également en français de figement ou en anglais de freeze, ça va avoir des conséquences importantes sur notre rapport à soi. Ok. À nouveau, tout ça, tous ces webinaires se construisent les uns sur les autres. Donc, si vous prenez le train en cours de route, je vais vous inviter à aller regarder notamment le webinaire précédent. Okay. Donc, dès que le ressourcement de soi est entravé, on accuse une déconnexion de soi. Et comment est-ce qu'il est entravé? Notamment par cette réaction d'immobilisation par la peur. Alors, la semaine passée, je vous parlais du fait que le cerveau priorise la survie. Okay, ça, c'est la priorité du système nerveux, c'est la survie. Il la priorité sur la restauration, sur la capacité à se régénérer, à se restaurer, à digérer, etc. Donc quand notre ressourcement est entravé, ça veut dire qu'il y a une autre priorité dans notre système nerveux qui est celle de la défense, celle de se protéger parce que ça signifie qu'il y a quelque chose en soi qui ne se sent pas en sécurité. Aujourd'hui, on va observer donc davantage ce réflexe de survie. Il y en a plusieurs, et celui qui nous intéresse davantage, c'est cette immobilisation par la peur. Ça va être le premier point de ce webinaire. Un second point, ça va être cette idée de déconnexion de soi, de perte de repère de soi. On va voir comment est-ce que cette immobilisation qui est physiologique, biologique, impacte notre manière d'être soi, de se sentir soi. Ok. Et en dernier point, je esquisserai rapidement comment est-ce qu'on peut distinguer si on est dans notre soi ou si on est en train de réagir avec notre soi authentique ou si on est en train de réagir au départ de notre réflexe de survie. Okay? Commencer un peu à distinguer ce qui serait notre intuition, notre soi profond, ou ce qui serait plutôt de l'ordre de l'instinct de survie, peut-être, qui fait pas tellement, qui est une réponse en quelque sorte très biologique, mais correspond-elle à qui on est quand on se sent soi le plus? Probablement pas. Donc je vais revenir un peu sur cette distinction, comment est-ce qu'on sait quand on est dans notre soi authentique, quand
réagit authentiquement quand on est dans notre intuition, ou est-ce que c'est pas une voix de réflexe pour la survie qui est en train de nous murmurer des choses à l'oreille, ce qui fait que c'est très difficile parfois de savoir comment agir. Okay, je pense qu'on se pose tous un peu cette question parfois de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment mon intuition qui me dit ça, ou c'est une autre voix en moi qui me dit ça? Okay, donc ça c'est pour la fin. Alors, commençons avec le premier point, de revenir sur cette idée d'immobilisation par la peur. Alors, la manière dont j'ai envie d'approcher ce point, c'est par un retour, par rapport à un post que j'avais publié sur ce groupe Facebook il y a quelques temps, où je vous demandais qu'est-ce qui vous empêche d'être là où vous voulez être. Je vous posais cette question. Qu'est-ce qui vous empêche d'être là où vous voulez être? Et alors, c'est très intéressant parce que les réponses peuvent vraiment être approchées d'un point de vue de régulation, dérégulation du système nerveux, ou plutôt d'un point de vue, est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de ressourcement derrière les réponses qu'on apporte? Qu'est-ce qui m'empêche d'être là où je veux être? Alors, un dénominateur commun pour toutes ces réponses, c'était l'idée de manque. Il y a un manque, il n'y a pas assez de, ou il y a peur de, pas assez de ressources par exemple. De manière générale, c'est un manque de ressources. Si je ne suis pas là où je veux être, c'est parce qu'il y a un manque de ressources ou de ressourcement. Parmi le manque de ressources, on peut dire manque de ressources émotionnelles, dans le sens où je me sens figée dans ma peur. La peur me fige, peur de l'humiliation, peur de l'échec, peur de ne pas être assez bien. Manque de ressources émotionnelles. Manque d'argent, tout simplement. J'ai pas assez de fonds pour réaliser ce que je souhaite faire. Manque de temps. Pas le temps. J'ai déjà un travail à temps plein, j'ose pas me lancer pour faire ce que je veux faire. Ou alors manque de capacité, okay, ou de support social autour de moi. Pas assez de ressources, en réalité. C'est ça que ça traduit, c'est le dénominateur commun. On n'a pas assez de ressources ici, il y a un manque de ressources. Et pour beaucoup d'entre nous, ce manque va être immobilisant. Immobilisant, il va potentiellement impacter d'autres aspects de notre vie. Okay, par exemple, le sommeil. Parce que ce manque qui nous immobilise va générer de l'anxiété. Il y a de l'anxiété en soi. Dès lors qu'on est immobilisé, il y a une anxiété qui est là, qui est traduite en soi. Ça traduit une anxiété en soi. Et cette anxiété, le soir, elle nous empêche de dormir. Et peut-être en journée, elle nous empêche de nous sentir vraiment éveillés, vraiment présents. Ça va impacter également notre profession. Okay, peur de passer à l'action. Ce qui a fait qu'on connaît tous beaucoup la procrastination. Et eh bien, cette immobilisation traduit notamment, cette immobilisation par la peur ou par une autre émotion, se traduit par des comportements de procrastination. On va repousser des tâches à accomplir parce qu'on ne se sent pas les ressources émotionnelles ou dans son entourage de les accomplir. On a peur de ne pas avoir la capacité de. Et de cette façon, on n'exprime pas son plein potentiel. Donc on se sent peut-être un peu bloqué, on ne se réalise pas à travers sa profession. Je vais juste prendre le temps pour reconnaître une chose. J'habite juste à côté d'un parc et il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer depuis au moins 1 heure. C'est très embêtant. Ok, je pense que vous pouvez l'entendre à travers l'audio, donc je m'excuse si vous l'entendez. Pour l'instant, il s'est calmé, mais ça fait 1 heure qu'il n'arrête pas d'aboyer, ça me perturbe un peu. Je vais revenir. Désolée pour cette coupure. Donc, comment impacte également cette immobilisation, ce manque de ressources et donc cette immobilisation, la réalisation de soi, de manière générale, parce qu'on se sent bloqué dans sa créativité, dès lors qu'on a une émotion qui nous étreint, qui nous immobilise, on se coupe également de sa créativité, on commence à sentir de plus en plus un vide intérieur, et de manière générale, cette immobilité en soi, immobilisation entraîne une absence de mobilité, on comprend bien, ce qui signifie donc une absence de flow intérieur, de recevoir de l'inspiration, de s'ouvrir à autrui. On est un peu dans un état de figement
où il n'y a pas grand-chose qui passe hors de soi et il n'y a pas grand-chose qui va venir en soi. Ok? Et à partir de là, peut s'enclencher d'autres choses. De plus en plus, on va accuser un manque de confiance en soi. On va avoir un critique intérieur qui se manifeste de plus en plus, prend de plus en plus de place et de nombreux visages, notamment perfectionnisme décuplé, ou alors des mauvaises habitudes en quelque sorte, des sortes de ce qu'on appelle coping mechanism en anglais. On développe des choses pour relâcher la pression en quelque sorte, tellement on emmagasine en soi cette anxiété, mais en même temps cette anxiété n'a aucune voie de secours, d'issue, aucune voie d'issue, parce qu'on est dans ce figement où il n'y a pas grand-chose qui passe hors de soi et pas grand-chose qui passe en soi. Okay? Donc l'immobilisation par la peur, par un peur de manque ou par d'autres émotions engendre des dérèglements qui se manifestent, ou des dérégulations, disons, ou des impacts qui se manifestent au niveau mental, émotionnel, physique et énergétique. Okay? Alors, si je souhaitais revenir sur vos partages, sur ce que vous me partagez de qu'est-ce qui vous empêche d'être là où vous êtes, c'est parce que je trouve que ce sont des mots qui sont communs à la majorité d'entre nous, et c'est à la fois des mots qui sont donc une véritable souffrance, mais également il y a un cheminement face à ces mots. Il y a un cheminement qui passe simplement par plus de connaissances sur le système nerveux et par plus de compréhension de ce qui se passe dans ces états-là et qu'est-ce qu'ils traduisent de notre état et comment est-ce qu'on peut commencer, dès lors qu'on apprend le langage du système nerveux, commencer comme si vous défaisiez un château de Lego, commencer à retirer ces pièces et puis à reconstruire quelque chose d'autre. Donc c'est à la fois quelque chose qui nous touche tous et quelque chose qui a une solution également. Ok ? Alors. Donc, je vous inviterai tous simplement à faire une petite pause un instant et à vous poser cette question. Est-ce qu'il n'y aurait pas une émotion dans votre vie de tous les jours qui vous immobilise plus qu'une autre? Ou une situation, c'est plus simple de partir d'une situation, dans quelle situation de votre vie vous vous sentez plus immobilisé que dans d'autres situations? Quelle situation, quelle émotion de votre vie est la plus difficile à naviguer, à passer outre en quelque sorte ou à contourner? Quelle émotion vous fige davantage? Ça, j'aimerais bien tous vous inviter à prendre une petite pause et à vous poser cette question. Alors, je ne sais pas si vous commentez en direct parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui regardent. Parfois, sur le live Facebook ne me partage pas les commentaires. Donc, si vous êtes présent, n'hésitez vraiment pas à me dire coucou. Comme ça, je peux peut-être voir, parce que jusqu'à présent, j'ai rien vu comme commentaire. Si vous avez écrit et que je ne vous réponds pas, c'est parce que je ne les vois pas. Voilà, je tenais juste à préciser. Et si vous êtes en replay, je verrai vos commentaires et je reviendrai vers vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, une fois que vous avez un peu identifié ces situations ou cette situation, je vous invite à en prendre une parce que souvent, c'est vraiment, il y en a une qui a la peau plus dure que les autres. Je vous invite à donc identifier une situation ou une émotion. Je vous invite également à percevoir un peu quels sont les impacts qui découlent de cette immobilisation. Comment est-ce que vous repériez que cette immobilisation est en train de se passer? Si vous étiez un observateur extérieur de vous en train de vous immobiliser, est-ce que vous pouvez percevoir quels vont être les impacts extérieurs ou à l'intérieur de vous notamment? Alors cette immobilisation, je continue à parler, mais n'hésitez pas également à continuer à faire un peu ce brainstorming dans votre tête ou à me mettre sur pause si vous êtes en replay. Cette immobilisation, elle est donc avant tout d'ordre physiologique. Okay? C'est le système nerveux qui va enclencher une certaine réaction du corps et le système nerveux est connecté aux glandes endocrines.
Donc ça va toucher à tout le système hormonal, elle est connectée évidemment à nos organes, donc ça va impacter la manière dont nos organes fonctionnent, ça va impacter notre système immunitaire, ça va également impacter nos émotions. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont impactées, plus que le physique. Mais déjà, de manière générale, dès que l'immobilisation physiologique par la peur, par une émotion, s'enclenche, ça va se percevoir par rapport à votre posture. Okay, l'immobilisation, c'est ce mouvement de rétraction, de protection de soi. Et on va souvent avoir les épaules qui commencent à se voûter, le coccyx qui rentre, comme si on essayait de protéger nos organes intérieurs. Toute notre complexion, notre visage va se modifier, on va devenir de plus en plus figé. Ça va se voir sur notre visage, ça va se voir dans notre regard, ça va se voir sur notre teint, le teint de notre peau, ça va se percevoir également à travers notre voix, très important, notre voix, la prosodie de la voix. Là, je suis en train de parler avec une certaine prosodie. Quand on est dans un état de freeze, la voix descend, on parle de plus en plus lentement, ou vraiment on reste dans des tons assez bas. Il y a une intention de conserver son énergie. On ne bouge plus tellement au niveau du faciès. C'est très bizarre. Et il y a cette étincelle dans les yeux qui a disparu. Donc les impacts sont physiques, mais pas que. De manière générale, donc cette immobilisation par la peur, je le disais, il me semble, au dernier webinaire, lors du dernier webinaire, c'est une intelligence du vivant. C'est notre première, en tant qu'organisme vivant, dans l'histoire du vivant, c'est la première stratégie de défense qui existe. Donc, elle a une intelligence, une sagesse millénaire, et son but est la conservation de l'énergie. Vous allez peut-être également percevoir que votre respiration change, que vous respirez de moins en moins. Vous êtes de plus en plus en apnée, en quelque sorte. D'autres éléments sont présents. Vos pensées ne vont pas être les mêmes. Vos pensées ne vont pas être de la même nature. Et pour moi, ça, c'est tellement déterminant. Je trouve que ce travail, cet apprentissage du système nerveux est libérateur. Il nous libère de l'identification aux pensées. Quand vous pensez d'une certaine manière, et que cette manière vous rend la vie dure, je vous encourage à prendre un moment de pause et à checker quel est l'état de votre système nerveux. Et au lieu d'essayer de changer la manière dont vous pensez, parlez le langage de votre système nerveux et commencez à le réguler au lieu d'agir en vain sur vos pensées. Pour répondre à la question qui vient d'être posée, oui, ce webinaire est enregistré, il sera accessible en replay. Alors, quand on est dans une immobilisation par la peur, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos pensées? Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre mental? On est un peu dans cet état impénétrable. Il n'y a pas grand-chose qui vient vers nous, il n'y a pas grand-chose qui sort de soi. On est dans des états de oui mais, oui mais, oui mais. On voit typiquement, l'immobilisation par la peur est un langage de je ne peux pas. Je n'ai pas les capacités, je manque de, je ne peux pas, Donc on reste dans cet état de protection, il faut se protéger de tout. Donc il y a du oui mais partout, oui mais ceci, oui mais cela, et je peux pas compter sur moi, ou je suis pas capable de, je n'ai pas les capacités pour, je ne parviendrai pas à, ok, il y a beaucoup de pas et de mais. Quand vous percevez ces langages dans votre tête, observez dans quel état du système nerveux vous vous trouvez. D'accord? C'est le premier élément. Un autre élément par lequel se traduit l'immobilisation par la peur, c'est notre relation à nous-mêmes. Si vous vous trouvez dans un état où votre critique intérieure est vraiment présent, sachez que vous êtes sans doute dans une immobilisation par la peur et que là, il faut vous orienter vers le ressourcement. Parce que vous êtes sans doute en train de ne pas vous ressourcer alors que votre organisme en a vraiment besoin. Le ressourcement, il se décline de plusieurs façons, on pourra y revenir à un autre moment. Ce critique intérieur, il s'assure que vous ne bougez pas. Okay, il s'assure que vous n'allez pas faire d'erreur. Il s'assure que vous restez protégé en vous empêchant de bouger, en vous empêchant de passer à l'action. D'accord? Donc cette voix en fait de critique intérieure, elle désire vous protéger. C'est incroyable. Elle ne désire pas vous rendre la vie dure.
fondamentalement, le critique intérieur désire vous protéger, que vous ne bougiez pas. C'est un mécanisme qui est activé par cette réaction d'immobilisation par la peur qui est biologique. Ok? Donc il faut vraiment faire la part des choses. La psychologie, la psyché, le travail sur la psyché peut vraiment nous apporter beaucoup, mais on n'est pas qu'un esprit, on est aussi un corps. Et le corps impacte notre état d'esprit, notre mental, notre psyché. D'accord? Donc, quand vous avez le critique intérieur, ne cherchez pas à disparaître. Regardez dans le corps ce qui se passe. Et ensuite, le critique, il va petit à petit s'effacer lui-même au plus vous êtes en train de réguler votre système nerveux, parce que le système nerveux ne manifestera plus cette nécessité d'enclencher le critique intérieur. Okay. Comment se traduit l'immobilisation par la peur? C'est dans ce que je viens de dire, par les émotions, par la peur. Donc, on a une émotion qui est sans doute bien présente, qui est paralysante. Ça peut être la honte, ça peut être la peur, ça peut être l'humiliation. C'est quelque chose qui est en train de nous glacer le sang. C'est vraiment cette idée de freeze en anglais, ça nous glace le sang, ça nous fige et ça nous empêche de passer à l'action. Donc on a une émotion qui est prédominante dans ces situations. Et on a donc également des comportements qui s'en suivent. Je citais auparavant procrastination, mauvaises habitudes, pour pas dire addiction, mais à nouveau le terme addiction un peu connoté, on va tout de suite penser à des substances illicites, mais il y a plein d'autres addictions possibles. Addiction à Netflix, par exemple, c'est aussi une addiction. Tout ça se met en place parce qu'il y a une intensité émotionnelle, il y a une intensité dans le corps qui est en train d'être vécue et on a besoin à nouveau de lâcher du lest et ça va être via certains comportements. Alors, avant de poursuivre au prochain point, je voulais juste revenir sur ces relations entre émotions et système nerveux. Bien souvent, on considère que dans les sciences, il n'y a pas de place pour les émotions, que les émotions, ça fait partie à nouveau de la psyché, de notre mental, tout ça. Il est temps de faire évoluer les choses. D'ailleurs, dans le domaine des neurosciences, les choses ont déjà commencé à évoluer. Il y a des chercheurs qui incluent totalement les recherches sur les émotions parce qu'ils voient bien les liens entre émotions et système nerveux. Et pour moi, un pionnier en quelque sorte en la matière ou un livre très intéressant qui est en anglais qui s'appelle The Feeling of What Happens. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le titre du bouquin et l'écrivain est Antonio Damasio. Si vous voulez checker, si vous voulez aller plus loin, c'est pas toujours des lectures très digestes, mais lui en tout cas, son ouvrage, je l'ai trouvé vraiment très intéressant et il est neuroscientifique, il inclut totalement les émotions dans la compréhension du système nerveux. Il dit que les émotions est un système, au même titre que système nerveux, système endocrinien, système hormonal, système immunitaire, les émotions sont un système. Et on ne peut pas vraiment distinguer clairement ou penser clairement de manière clairement séparée le système nerveux et les émotions. C'est pas possible. Parce que comment est-ce qu'on enclencherait des réactions de défense si on n'a pas l'émotion de la peur? C'est pas possible. Comment est-ce qu'on se défend via l'attaque si on n'a pas l'émotion de la colère ici pour nous porter? Ok? C'est juste deux exemples. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc les émotions sont un système, au même titre que système hormonal, immunitaire, nerveux. Et ensemble, ces 4 systèmes participent à la survie de notre organisme, de soi. Ensemble, ils œuvrent à la survie de notre corps, de notre individualité. Quand un danger est perçu, c'est le cerveau limbique, c'est une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions, commence à prendre le dessus. Okay, d'abord, il est perçu par le cerveau reptilien, parce que c'est cette partie du cerveau qui identifie dans son environnement et de manière inconsciente les dangers, les menaces qui seraient présentes autour de soi. Et une fois qu'un danger a été détecté, le cerveau limbique entre en action et va déclencher donc réaction de peur et va enclencher d'autres réactions pour mettre en place une stratégie de défense. Okay? Et quand cette perception de danger est enclenchée,
votre néocortex, le cortex préfrontal, celui qui est responsable de tout ce qui est rationalisation, pensée abstraite, tout ça, il n'y avait plus vraiment accès là. Parce qu'il y a déjà 2/3 du cerveau qui sont occupés à faire autre chose. Donc la pensée rationnelle et tout, la projection dans le futur, la faculté à penser de manière abstraite, on n'y a plus vraiment accès. Donc à nouveau, travailler sur les pensées n'aura jamais un impact aussi profond que travailler directement sur le corps et les autres parties du cerveau. À nouveau, je vous invite à faire la part des choses. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire vraiment sur ce point-là. Bien qu'il y ait encore un élément qui est lié aux émotions, c'est qu'on peut autant avoir une immobilisation par une émotion, qui traduit cette immobilisation par la peur, ce figement, cette activation de la protection de défense qui vient de la branche parasympathique du système nerveux, branche dorsale. Mais un autre élément qui a également à voir avec les émotions et qui se produit dans ce type de situation où on est dans un état de figement, ça va être ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle en tout cas, un engourdissement émotionnel. C'est qu'au plus on est dans cet état de figement, quelle que soit la raison, au plus on est dans cet état de figement, au plus il est chronique, parce qu'à nouveau, c'est une réaction de défense, donc on désire être capable de se protéger, mais le problème, évidemment, est quand cette réaction est chronique et que notre système nerveux ne parvient pas à se réguler, ne parvient pas à percevoir dans son environnement que maintenant, il n'y a pas de danger, que maintenant, il n'y a pas de menace. Et ça, c'est une activation qui est difficile. C'est une désactivation de l'état de menace qui est très difficile pour nombre d'entre nous. On reste constamment dans cet état d'hypervigilance, dans cet état de sentiment « je suis en insécurité », quelle que soit la raison. Okay, insécurité financière, dans un couple, dans sa profession. On peut être pendant très longtemps dans cet état d'activation d'insécurité, dans cet état de perception d'insécurité, et de ne plus savoir comment redescendre. Quand on est dans cet état constant d'activation, de percevoir des dangers autour de soi, on peut avoir soit une réaction qui va être de fuir des situations, de les combattre, okay, fight ou flight, qui font partie de la branche sympathique du système nerveux et qui traduisent plutôt un vocabulaire de je peux, je vais y arriver, je peux me battre, etc. Ou alors on est dans une réaction de défense qui vient du système nerveux parasympathique, qui est cette déconnexion, ce manque de ressources, de dire je n'ai pas assez, oui mais, je peux pas, etc. Et au plus on est dans cette réaction, au plus on va commencer à s'engourdir émotionnellement. Au moins on va commencer à ressentir, parce que c'est trop. Dès lors qu'on est dans cette activation constante, tout est trop. Notre fenêtre de tolérance, elle est réduite. Tout est trop, et c'est vraiment cette idée de mur, de rempart. Il n'y a plus grand-chose qui passe hors de soi, il n'y a plus grand-chose qui vient en soi. Donc on est dans un engourdissement émotionnel. Je tenais juste à le préciser, parce que ça vous est déjà sans doute tous arrivé, de ne pas tellement ressentir d'émotions, peut-être dans les relations notamment, et vous vous dites, mais j'aime plus la personne, ou qu'est-ce qui se passe, je ressens même plus mon amour pour cette personne, je me sens plus connectée. Non, effectivement, on est dans un moment de déconnexion totale, il n'y a plus grand-chose qui passe hors de soi, plus grand-chose qui nous touche non plus. Ça fait partie de la stratégie de défense, à nouveau, elle est vraiment intelligente de ce point de vue-là. Mais sachez que ce n'est pas votre vrai vous, en quelque sorte, vous êtes dans un mécanisme de défense, et votre système nerveux a besoin simplement de retrouver son équilibre et de repercevoir à nouveau autour de lui des indices de sécurité. Alors, second point. Ça fait une transition parfaite en fait vers cette idée de déconnexion de soi. Okay, quand on est dans ce mode de rempart, il n'y a plus grand chose qui passe hors de soi, il n'y a plus grand chose qui nous touche, on se sent déconnecté de notre environnement, mais dès lors qu'on se sent déconnecté de notre environnement, on se sent forcément déconnecté de soi.
okay? Parce que l'environnement nous ressource. Si on ne se sent pas touché par l'environnement, on ne va pas être ressourcé en soi. C'est difficile de compter sur soi pour tout faire. Okay? Donc la connexion est vraiment très importante et à partir du moment où on se sent déconnecté de son environnement, on va être déconnecté de soi aussi. Et ça, c'était une autre question que je vous posais également sur Facebook, via un de mes posts, c'était à quoi correspond la déconnexion de soi, selon vous? Être déconnecté de soi, qu'est-ce que ça signifie? Et je vais vous lire juste quelques réponses, je trouvais à nouveau très intéressantes. Merci pour tous ceux qui participent au post. Alors, il y avait l'idée d'avoir une incapacité à se valoriser, un grand vide. C'est aller au-delà de sa résistance à la fatigue, c'est-à-dire dépasser ses limites avec soi-même, mettre son ressourcement de côté. C'est également un sentiment de fragmentation intérieure, de dissociation, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on est en dehors de son corps, qu'on n'habite plus son corps, on ne se reconnaît pas. Sentiment de vide, manque d'énergie, des pensées de « ce n'est pas moi ». Et à nouveau, tout ça, ça correspond vraiment à cette idée de immobilisation par la peur, de figement intérieur et d'être dans cette incapacité de se ressourcer parce que notre système parasympathique est déjà occupé à établir des barrières avec le monde parce qu'on se sent en état de danger, en état de menace et on n'a plus les ressources pour y faire face. Okay? Il y avait à nouveau cette idée aussi de ne plus ressentir ses propres besoins physiques. Ça, c'est vrai. Plus ressentir vraiment quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on a faim. C'est pas juste une déconnexion émotionnelle, c'est aussi une déconnexion de nos sensations, une déconnexion du corps. Plus percevoir quand on a froid ou de ne plus bouger pour ses besoins. Je sais pas si vous avez déjà réalisé ça, que vous avez peut-être froid pendant 1 heure, qu'il y a une couverture à côté de vous, mais vous n'avez toujours pas la prendre pour vous réchauffer. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je me dis mais vraiment ? Pourquoi? C'est cette déconnexion et cette déconnexion de l'environnement, déconnexion de ses propres besoins. Et à nouveau, c'est une intelligence de l'organisme de se protéger, mais ça inclut donc sur le long terme qu'on ressent de moins en moins ce dont on a besoin et qu'on est donc de moins en moins capable de se ressourcer quand il le faut. Et encore donc d'autres éléments, mais ça va toujours dans le même sens. Et à ce propos, je voulais simplement également revenir sur le fait que la déconnexion de soi est un indice de l'enclenchement de cette réaction de figement, de cette réaction de défense du système nerveux parasympathique. Et je tiens à juste préciser en fait cet élément-là, parce que, à nouveau, c'est des états qu'on vit. Donc je veux vraiment revenir sur le fait que ce sont des états qu'on vit et c'est très dur de vivre avec. Je veux vraiment insister sur ce rapport, la relation qu'on entretient avec soi-même quand on est dans ces états-là. C'est très difficile. On va souvent se juger davantage ou avoir l'impression qu'on s'est abandonné. Ouais, qu'on s'est abandonné. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur à vivre cette impression-là. Et j'ai juste envie ici de vous rappeler que cet abandon de soi, c'est une perception en quelque sorte, c'est une interprétation qui est compréhensible, okay, qui est compréhensible. Mais revenons vraiment à la réalité de notre corps, revenons à la réalité de notre biologie, et peut-être donnons-nous l'opportunité de percevoir que ce qui est en train de se passer, c'est un réflexe de défense. C'est l'intelligence de notre corps qui nous maintient dans une défense de protection. Okay. C'est pas tellement qu'on s'est abandonné, c'est juste qu'on... Il y a quelque chose qui a fonctionné malgré nous, en deçà de notre conscience, qui s'est mis en place, et parce qu'on ne connaît pas encore tellement notre système nerveux, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Okay. Mais au plus vous apprenez la manière dont fonctionne votre système nerveux, au plus vous allez également avoir beaucoup plus de compassion vis-à-vis de vous et avoir une certaine rassurance. De voir que ces indices, ces symptômes en quelque sorte, sont des indices de ce qui se passe en vous, de l'état de votre système nerveux. Et une fois que vous comprenez ces indices, vous comprenez comment petit à petit remonter la pente, défaire les choses, réaccorder quelques
quelques connexions, et puis petit à petit revenir à vous. Okay. Donc je voulais aussi simplement dire ici que cette déconnexion est un indice, c'est pas une fatalité, et que le retour à soi se fait avec toutes les parties de soi, y compris, et de manière vraiment fondamentale, son système nerveux. Okay. Donc vous pouvez toujours apprendre son langage et devenir votre propre remède en quelque sorte en comprenant ce dont vous avez besoin, sortir de l'engourdissement émotionnel, sortir de la paralysie émotionnelle, sortir de tous les impacts qu'on a décrits jusqu'à présent, et revenir à vous et à nouveau vous sentir revivre. Okay, c'est toujours possible. Je parle déjà beaucoup. Je vais finir, mais je vais finir très vite, sur le troisième point qui était de distinguer le réflexe de survie, de son intuition, de sa voix authentique. Ok. Et avant ça, je vous inviterai simplement à me dire, que vous soyez en live ou en replay, si jusqu'à présent vous avez des questions, si ça fait sens, donc si vous avez des questions, si ça fait sens, et s'il y a quelque chose qui résonne en particulier avec vous, je serais vraiment ravie de savoir c'est quoi. Donc n'hésitez pas là à m'envoyer un message, que vous soyez en live ou en replay, pour me dire voilà, comment ça se passe pour vous jusqu'à présent, ce partage, ce webinaire. Qu'est-ce qui résonne le plus avec vous? Parce qu'au plus je sais comment vous réceptionnez ce contenu, ou ce qui a besoin de plus de clarification, au plus je sais aussi comment orienter les prochains lives et les prochains partages sur ce groupe. Alors, pour revenir rapidement sur le dernier point, distinguer les réflexes de survie de son intuition, je vais vous partager 3 éléments, rapidement. Pourquoi rapidement? Je vous l'explique après. 3 éléments, alors 3 indices en fait, en quelque sorte. Si vous notez un retrait émotionnel ou un surinvestissement émotionnel, vous êtes sans doute dans le réflexe de survie. Okay. L'intuition, le soi authentique, n'a pas de parti pris émotionnel en quelque sorte. C'est plus une vision claire de ce qui est en train de se passer. C'est pas l'absence de peur non plus, mais c'est ne pas être étreint par la peur, c'est ne pas être paralysé par la peur. Et ce n'est pas non plus être dans un engourdissement émotionnel. Si vous ne ressentez plus aucune connexion à votre environnement ni à vos émotions, vous êtes sans doute dans un réflexe de survie. Et à ce stade-là, sans doute également, vous n'avez plus d'accès à votre intuition. Il n'y a pas tellement de voix intuitives qui se dégagent de soi authentique. Ce qui également signifie, vous n'avez pas besoin de prendre de décision dans cet état-là. La première chose à faire, c'est de commencer à se réguler. Et puis petit à petit, votre voix, vous allez l'entendre de nouveau et les choses vont sembler plus claires. S'il y a un surinvestissement émotionnel également, à partir de ce moment-là, il y a une impression d'urgence. Okay, vous allez sentir qu'il y a une urgence. Ce qui m'emmène au second élément de distinction, et un peu cette idée de vie ou de mort. On est dans le réflexe pour la survie, ok? Donc il y a vraiment cette impression d'urgence, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou j'aurai plus jamais l'occasion de, et il y a une idée vraiment de fatalité. À partir de ce moment-là, notre attention, elle est vraiment réduite. Il n'y a pas de vue étendue à laquelle correspond notre intuition, notre capacité à percevoir plusieurs choses à la fois, et à ne pas être dans un parti pris émotionnel. Dans ce réflexe, on est dans un rétrécissement de notre attention, et un sentiment, oui, de perte d'espace, d'étouffement, sentiment d'étroitesse, tandis que l'intuition est quelque chose de beaucoup plus large, donne un ressenti plus large, plus fluide, plus spacieux. À nouveau, ça ne veut pas dire que la peur ne sera pas là ou d'autres émotions ne seront pas là, mais on ne sera pas surinvesti dans ces états émotionnels. Okay. Et ce qui m'amène à un troisième point, c'est en fait de vraiment regarder votre corps. Observez comment vous vous sentez. Observez comment le corps se sent. Quand vous pensez que telle voix vous parle, observez comment vous vous sentez quand cette voix vous parle là. C'est un sentiment de tension, de contraction quelque part, de maux de tête, de gorge asséchée. Tout ça, ça traduit une réaction, un réflexe de survie. Ou alors de ne pas ressentir son corps, d'être complètement dans une absence de tonus musculaire, postural,
L'absence de tonus également, ça, cette immobilisation par la peur. Hein. On est en train, la tête qui s'abaisse, le coccyx qui remonte, comme pour protéger ses organes vitaux. Observez comment la voix qui vous parle vous fait sentir. S'il y a un manque d'espoir aussi ou de perspective, de voir large, à nouveau, s'il y a un manque d'espace, réflexe de survie. L'intuition est davantage, en quelque sorte, calme, où il y a un certain calme. Okay, vous n'êtes pas 100% zen, hein, là on est d'accord. Mais il y a un certain calme qui est touchable en soi. Il y a quelque chose peut-être dans la poitrine, de doux, de stable également, cette capacité à être ancré dans le sol, malgré ce qui se passe, vous êtes en contact avec le sol, vous êtes en contact avec votre respiration, il n'y a pas cette sensation d'étouffement. Ok ? Alors, je voulais juste passer rapidement dessus pour 2 raisons. Première raison, c'est que je vois que ce live est déjà assez long. Et seconde raison, c'est parce que j'ai mis sur pied une petite fiche qui détaille plusieurs éléments, reconnaître une petite checklist en réalité, juste une feuille, une checklist où je donne plusieurs éléments de comment se traduit la voix de son intuition. Okay, les éléments que j'ai cités se trouvent dans cette checklist, et il y a d'autres éléments bien entendu, et je vous invite à la télécharger, toute gratuitement bien entendu, comme le reste de ces webinaires, en vous inscrivant à la liste de diffusion que j'ai créée pour cette série de webinaires. Donc si le thème vous intéresse, je vous invite à laisser un message en commentaire. Si vous ne faites pas encore partie de cette liste de diffusion, à m'en informer, je vous envoie comment vous y inscrire. Et mercredi prochain, vous recevrez cette petite checklist à télécharger. Ok ? Mercredi prochain, donc inscrivez-vous avant si vous n'en faites pas encore partie. Voilà, de mon côté, ce 3e webinaire touche à sa fin. Et je ne suis pas encore tout à fait fixée sur le prochain thème, pour le prochain webinaire. Je pensais à parcourir un peu plus quelles sont nos options de ressourcement. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. S'il y a un autre élément sur lequel vous voudriez que je revienne pour plus de détails, peut-être c'était pas assez clair, peut-être j'ai pas passé assez de temps dessus, ou c'est quelque chose qui vous vient de toutes ces réflexions, je vous inviterai vraiment à me le noter en commentaire et ça pourrait faire partie du thème ou de ce qui sera abordé lors du prochain webinaire. Ok ? Donc, j'attends vos retours, j'attends de savoir un peu ce qui aura résonné avec vous au cours de ces 3 premiers partages, au cours de ce partage peut-être encore un peu plus en particulier. Et voilà, j'espère que, en tout cas, vous aurez trouvé ce partage utile, que ça fait résonance. Et je me réjouis de lire vos commentaires et de savoir comment ça se passe de votre côté, la réception de ce contenu. Je vous souhaite un bon dimanche à tous, prenez soin de vous et on se retrouve tout bientôt.